Qui est la question? Non, il est très probable que la réponse est oui. Il est quasiment impossible de le démontrer, mais il faut se souvenir qu'il a, dans sa grande sagesse, jamais mis tous ses œufs dans le même panier. Le code de Bongo dont je parlais, il tient aussi parce qu'il arrose grosso modo du PS au Front National. Et puis un jour, ça ne marche plus, et au téléphone, il dit à Jacques Chirac, « Jacques, tes petits juges m'emmerdent ». Et voilà comment les choses se délitent pour lui. Mais évidemment, le piège, c'est quoi? C'est que si je réponds oui de manière absolument formelle, je suis poursuivi pour diffamation, parce que, sauf aveu inespéré, je ne peux pas prouver ce que Bongo avoue lui-même. Dans le fameux bouquin d'entretien dont je parlais tout à l'heure, Blanc comme nègre, la réponse au deuxième degré, c'est bien sûr. Et d'ailleurs, si on m'embête un peu trop là-dessus, je balance. Donc, d'une certaine manière, dans les mémoires de Jacques Foccart, Jacques Foccart raconte à un moment donné, en disant, voilà, il dit à Georges Pompidou, il dit, voilà, président, Fouet-de-Boigny, voilà, pour le parti, m'a donné une valise, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et alors, Georges Pompidou, un peu gêné, il dit, vous remercierez, mais bon, c'est clair. Qu'en est-il de la mission d'études de Kouchner au Gabon? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que, très honnêtement, quand le président Omar Bongo donne de l'argent à des personnalités françaises de l'envergure de M. Bernard Kouchner, c'est pas simplement la petite étude que pourrait réaliser n'importe qui. Avec Bernard Kouchner, n'oubliez pas qu'elle est devenir peut-être le patron de l'Organisation mondiale de la santé, qui a toujours une aura, et en France et au niveau international. Bien sûr que c'est l'influence de M. Bernard Kouchner que le président Bongo s'offre. Tous les gens qui viennent au Gabon le savent, que ça soit au niveau international, c'est aussi de l'influence. C'est pour ça qu'il était généreux avec tout le monde, parce que c'est l'influence dans le monde, et tout le monde dit, c'est le président Omar Bongo, le doyen Bongo, a une envergure continentale et internationale. Pourquoi, effectivement, il consent à cet investissement? C'est un investissement politique. Tout gagnant. D'abord, il s'offre un homme qui, même de manière résiduelle, bénéficie toujours de son aura de French Doctor. Bon. Ensuite, quelqu'un dont il sait qu'il a les faveurs, en tout cas au moment où nous parlons, de Nicolas Sarkozy, qui le trouve plutôt sympathique. Bon. Et donc, c'est aussi une garantie, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si ça tourne mal, eh bien, on saura se souvenir. À l'époque, il ne savait pas qu'il allait devenir ministre des Affaires étrangères. Oui. Il connaissait suffisamment, et d'ailleurs, tu l'as souligné tout à l'heure, l'échiquier politique français, pour imaginer que le destin politique de Bernard Kouchner ne s'arrêtait pas là. Donc, voilà. Et pourquoi Roland Dumas aussi, après tout? Car vous regardez la liste des gens qui ont fait antichambre au Palais du bord de mer, c'est phénoménal. Roland Dumas, c'est un peu comme Gbagbo. On s'offre à la fois un ancien président du Conseil constitutionnel, un ancien chef de la République française, socialiste. Donc, tous ces gens y vont. Et ça permet effectivement de faire perdurer, pas autant qu'il l'aurait rêvé, le réseau d'influence qu'on décrivait tout à l'heure. Les Gabonais sont-ils informés sur les richesses de Bongo éparpillées en France et ailleurs? C'est un thème de discussion au Gabon ou pas? Ah oui, ça c'est un thème de discussion. Moi, juste, ça me permet de revenir sur ce qui a été dit. Aujourd'hui, je crois que la plainte contre Bongo, Sassou et Obiang Nguema, ce sont des gens, comme on l'a dit, qui sont plus, à mon avis, dans ce qu'on appelle les précarés de la France-Afrique. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utiles. Parce que, à mon avis, tout c'est bien mal acquis. Et s'il faut vraiment faire une analyse globale, on va retrouver, il y a beaucoup de présidents africains qui seraient dans la même situation que Omar Bongo, que Sassou Nguesso. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils ne sont pas connus? Est-ce que vraiment on me dira que ce sont les 3 présidents africains qui détiennent le bien mal acquis en France? Il y en a beaucoup plus. Et pour revenir à votre question, oui. Je crois que les Gabonais aujourd'hui... Mais c'est un sujet de dépit, c'est un sujet de révolte, ça peut être un sujet, moi j'en sais rien, de fierté en disant... Je donne juste un exemple. Voilà. D'ailleurs, au niveau de ma structure, on a organisé une conférence, il y a de cela, je crois, 6 mois, avec un certain Marc Essona, quelqu'un qui parlait de toute cette problématique des biens mal acquis au Gabon. Publier ce que vous consommez. Et aujourd'hui, ce monsieur est interdit de sortir. Donc il ne peut pas sortir, il est de l'autre côté. Et en face, ici en France, il y en a même un, si vous me permettez de citer le nom, je connais un ami, Bruno Obama. C'est presque dans le même contexte. Ce sont des gens qui dénoncent ce qui est pillé et que, malheureusement, ne sont pas, quelque part là, je crois que nous avons aussi notre responsabilité, qui ne sont pas relayés par les médias français. C'est ça aussi, est-ce que ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe en Guinée équatoriale, ne se passe pas ailleurs, ça se passe ailleurs.
il faut que les médias, je crois que nous aurons peut-être l'occasion de revenir pour organiser des émissions comme ça où on parlera des biens mal acquis, des présidents africains qui sont détenus en France. Donc voilà moi la réponse que je peux donner. Quelle est la différence d'après vous entre un homme comme Bongo et un chef de la mafia? Le chef de la mafia n'a pas été élu. Non mais un chef de la mafia. C'est pas, je veux dire, quand on dit, c'est pas. Il y a une. D'abord, il gère mal son pays. Oui, mais pas au même sens. Non, c'est pas dans les mêmes contextes. Voilà, faites les distinguos, moi ça me... Voilà. D'abord, ne cédons pas à la caricature facile. Oui. Dieu merci, et on l'a dit de manière nuancée, Bongo vaut mieux qu'un parrain classique de Cosa Nostra. Par ailleurs, on l'a dit, c'est un parrain extrêmement généreux. Et je crois qu'il faut mieux revenir au parrain dans son acception originelle, celui qui épaule, celui qui est aux côtés, celui qui accompagne, celui qui est généreux. En ce sens-là, oui. Mais réduire son système politique, et notamment le rôle qu'il a pu jouer pour prévenir des conflits régionaux, en jouant les médiateurs, réduire à cette dimension mafieuse, y compris en arrosant, c'est vrai, ce serait injuste. Oui. Quels seront le rôle et l'influence de la France dans la gestion de la succession de Bongo? Ça reste notre rôle. Enfin, je sais pas. Je sais pas. C'est comme c'est une question effectivement importante parce que la France est plongée aujourd'hui dans une révision de ses relations, avec l'Afrique et au Gabon, la France a notamment encore une de ses rares implantations militaires permanentes. Oui. Ainsi qu'au Sénégal. Et justement, là, le débat côté français, c'était de savoir si la France abandonnait l'une des deux. Et Omar Bongo appuyait fortement pour que ce soit pas le 6e BIMA et les éléments notamment d'avions et d'hélicoptères qui se trouvent là qui partent. Alors, quelle peut être l'influence? Déjà, le fait d'avoir une présence militaire dans le pays, même si, à mon avis, les militaires français là-bas, aujourd'hui, depuis la mort du président, doivent taper le carton dans des pièces et avoir des consignes de sortir le moins possible pour ne pas donner le sentiment de jouer le moindre rôle dans ce qui est en train de se passer. En même temps, par rapport à des risques d'affrontement, de guerre intestine, le fait d'avoir des militaires français à l'intérieur, je pense que c'est plutôt un facteur de stabilité, enfin en tout cas ça peut pas, s'il y avait des massacres ou des combats, ça peut pas se passer comme ça, je dirais en cachette, parce que notamment il y a cette présence d'1 millier de soldats français. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un accord de défense qui date de 60, qui va être révisé, et déjà la France, on l'a vu en Côte d'Ivoire, où il y avait aussi un accord de défense, et d'ailleurs le président Gbagbo était furieux contre les Français de ne pas voir repousser les rebelles du Nord, et la France à l'époque avait dit, ça n'est pas une agression étrangère, puisque c'est en fait des Ivoiriens qui pénètrent en France. Le Gabon peut-il Côte d'Ivoire, pardon. Le Gabon peut-il nationaliser son industrie pétrolière et constatera-t-il alors des intérêts français? Non, mais ce qui est évident, c'est qu'on ne faut pas non plus être complètement angélique. À partir du moment où il y a une sorte de renégociation, de normalisation des relations entre la France et le Gabon, encore une fois, le Gabon a énormément défendu les intérêts français. C'est vrai que pendant très longtemps, Elf et Eramet avec l'uranium, c'est le pays du PUM, pétrole, uranium et manganèse. La France était chez elle au Gabon et elle va être de moins en moins chez elle. Et c'est normal, c'est la mondialisation. Il y a plus de Chinois dans les rues de Libreville que d'entreprises françaises. 10 secondes. Qui va remplacer Omar Bongo? Peut-on craindre un coup d'État? Non, moi je crois que d'abord la succession d'Omar Bongo appartient aux Gabonais. Donc les Gabonais doivent d'abord prendre conscience de ce qui se passe. Est-ce qu'il y aura un coup d'État? Moi je pense pas, parce que la preuve est là. Depuis l'annonce du décès, il n'y a pas de troubles. Merci, c'est la conclusion de cette émission. Merci aux uns et aux autres d'y avoir participé. Vous nous retrouvez sur le câble, le satellite, la DSL et la télévision numérique terrestre vers 22h30. Et on vous fixe rendez-vous pour un nouveau C'est dans l'air demain à 17h50. Bonne soirée, à demain. Vous pouvez voir et revoir C'est dans l'air